Était-ce naïveté de ma part? Très tôt, peut-être même avant la période de l'adolescence, j'avais eu le sentiment que je n'étais issue de rien. Je me souvenais d'un prospectus qu'un type, en gabardine grise et collier de barbe, distribuait un après-midi de pluie au quartier latin. Il s'agissait d'un questionnaire pour une enquête sur la jeunesse. Les questions m'avaient semblé étranges. « Quelle structure familiale avez-vous connue ?» J'avais répondu aucune. « Gardez-vous une image forte de votre père et de votre mère ?» J'avais répondu nébuleuse. « Vous jugez-vous comme un bon fils ou fille ?» Je n'ai jamais été un fils. Dans les études que vous avez entreprises, cherchez-vous à conserver l'estime de vos parents, à vous conformer à votre milieu social? Pas d'études, pas de parents, pas de milieu social. Préférez-vous faire la révolution ou contempler un beau paysage? Contempler un beau paysage. Que préférez-vous, la profondeur du tourment ou la légèreté du bonheur? La légèreté du bonheur. Voulez-vous changer la vie ou bien retrouver une harmonie perdue? Retrouver une harmonie perdue. Ces deux mots me faisaient rêver, mais en quoi pouvait bien consister une harmonie perdue? Dans cette chambre de l'hôtel Frémier, je me demandais si je ne cherchais pas à découvrir, malgré le néant de mes origines et le désordre de mon enfance, un point fixe, quelque chose de rassurant, un paysage, justement, qui m'aiderait à reprendre pied. Il y avait peut-être toute une partie de ma vie que je ne connaissais pas, un fond solide sous les sables mouvants, et je comptais sur la Fiat couleur vert d'eau et sa conductrice pour me le faire découvrir. J'avais du mal à trouver le sommeil. J'ai eu la tentation de demander au pharmacien l'un de ces flacons d'éther bleu nuit que je connaissais si bien, mais je me suis retenue à temps. Ce n'était pas le moment de flancher. Il fallait garder toute ma lucidité. Au cours de ces nuits blanches, ce que je regrettais le plus, c'était d'avoir laissé tous mes livres dans ma chambre de la rue de la Voie Verte. Pas beaucoup de libraires dans le quartier. J'avais marché vers l'Étoile pour en découvrir une. J'y avais acheté quelques romans policiers et un vieux volume d'occasion dont le titre m'intriguait, Les Merveilles célestes. À ma grande surprise, je ne parvenais plus à lire les romans policiers. Mais à peine avais-je ouvert Les Merveilles célestes, qui portait sur la page de garde cette indication « Lecture du soir », que je devinais combien cet ouvrage allait compter pour moi. Nébuleuse. La Voie lactée. Le monde sidéral. Les constellations du Nord. Le zodiaque. Les univers lointains. À mesure que j'avançais dans les chapitres, je ne savais même plus pourquoi j'étais allongé sur ce lit dans cette chambre d'hôtel. J'avais oublié où j'étais, dans quel pays, dans quelle ville, et cela n'avait plus d'importance. Aucune drogue, ni l'éther, ni la morphine, ni l'opium ne m'auraient procuré cet apaisement qui m'envahissait. Peu à peu, il suffisait de tourner les pages. On aurait dû depuis longtemps me conseiller ces lectures du soir. Cela m'aurait évité bien des tourments inutiles et des nuits agitées. La Voie lactée, le monde sidéral. Enfin l'horizon pour moi s'élargissait jusqu'à l'infini, et il y avait une extrême douceur à voir de loin ou à deviner toutes ces étoiles variables, temporaires, éteintes ou disparues. Je n'étais rien dans cet infini, mais je pouvais enfin respirer. Était-ce l'influence de cette lecture la nuit,
quand je me promenais dans le quartier, je continuais à éprouver un sentiment de plénitude, plus aucune anxiété. Je m'étais débarrassée d'une carapace qui m'étouffait, plus de douleur à la jambe, le pansement s'était défait et pendait par-dessus ma chaussure, la plaie se cicatrisait. Le quartier prenait un autre aspect que celui qui était le sien au début de mon séjour. Pendant quelques nuits, le ciel était si limpide que je n'avais jamais vu briller un aussi grand nombre d'étoiles. Ou alors, jusqu'à présent, je n'y prêtais aucune attention. Mais depuis, j'avais lu les merveilles célestes. Mes pas me ramenaient souvent sur l'esplanade du Trocadéro. Là, au moins, on respirait l'air du large. Cette zone me semblait maintenant traverser de grandes avenues que l'on rejoignait depuis la Seine par des jardins, des escaliers successifs et des passages qui ressemblaient à des chemins de campagne. La lumière des lampadaires était de plus en plus éblouissante. J'étais surpris qu'il n'y ait pas de voitures garées le long des trottoirs. Oui, toutes ces avenues étaient désertes, et il me serait facile de repérer de très loin la Fiat couleur vert d'eau. Peut-être, depuis quelques nuits, était-il interdit aux automobilistes de stationner dans les parages. On avait décidé que le quartier serait désormais ce qu'on appelait zone bleue. Et moi j'étais le seul piéton. Avait-on instauré un couvre-feu qui interdisait aux gens de sortir après 11 heures du soir? Mais cela m'était indifférent, comme si j'avais, dans la poche de ma canadienne, un laissez-passer qui me mettait à l'abri des contrôles de police. Une nuit, un chien m'avait suivi depuis l'Alma jusqu'à l'esplanade du Trocadéro. Il était de la même couleur noire et de la même race que celui qui s'était fait écraser du temps de mon enfance. Je remontai l'avenue sur le trottoir de droite. D'abord le chien se tenait à une dizaine de mètres derrière moi, et il s'était rapproché peu à peu. À la hauteur de la grille des jardins Galliera, nous marchions côte à côte. Je ne sais plus où j'avais lu, peut-être était-ce une note au bas d'une page des merveilles célestes, que l'on peut glisser à certaines heures de la nuit dans un monde parallèle, un appartement vide où l'on n'a pas éteint la lumière, et même une petite rue en impasse. On y retrouve des objets égarés depuis longtemps, un porte-bonheur, une lettre, un parapluie, une clé, et les chats, les chiens ou les chevaux que vous avez perdus au fil de votre vie. J'ai pensé que ce chien était celui de la rue du docteur Curzen. Il portait un collier de cuir rouge avec une médaille, et en me penchant, j'ai vu gravé sur celle-ci un numéro de téléphone. À cause de cela, on hésiterait à l'emmener à la fourrière. Et moi, dans la poche intérieure de ma canadienne, je gardais toujours mon vieux passeport périmé sur lequel j'avais trafiqué ma date de naissance pour me vieillir et avoir les 21 ans de la majorité. Mais depuis quelques nuits, je ne craignais plus les contrôles de police. La lecture des merveilles célestes m'avait vraiment remonté le moral. Désormais, je considérais les choses de très haut. Le chien me précédait. Au début, il avait tourné la tête pour vérifier si je le suivais bien, et maintenant il marchait d'un pas régulier, il était sûr de ma présence, je marchais au même rythme que lui, lentement, rien ne troublait le silence. Il me semblait que l'herbe poussait entre les pavés. Le temps n'existait plus. C'était cela, sans doute, que Bouvier appelait l'éternel retour.
les façades des immeubles, les arbres, le scintillement des lampadaires prenaient une profondeur que je ne leur avais jamais connue. Le chien a hésité un instant quand je me suis engagé sur l'esplanade du Trocadéro. On aurait dit qu'il voulait continuer tout droit. Puis il a fini par me suivre. Je suis resté un assez long moment à contempler les jardins en contrebas, le grand bassin dont l'eau me semblait phosphorescente, et au-delà de la Seine, les immeubles le long du quai et autour du champ de Mars. J'ai pensé à mon père, je l'ai imaginé là-bas quelque part, dans une chambre ou même dans un café, juste avant la fermeture, assis seul sous les néons, en train de consulter ses dossiers. Peut-être avais-je encore une chance de le retrouver après tout, le temps était aboli, puisque ce chien venait du fond du... Alors, je lui ai emboîté le pas. Il marchait le long de la façade du musée de l'Homme, et il s'est engagé dans la rue Vineuse. Je n'avais jamais emprunté cette rue. Si ce chien m'y entraînait, ce n'était pas un hasard. J'ai eu la sensation d'être arrivé au but et de revenir en terrain connu. Pourtant, les fenêtres étaient obscures et j'avançais dans une demi-pénombre. Je m'étais rapproché du chien par crainte de le perdre de vue. Le silence autour de nous, j'entendais le bruit de mes pas, la rue tournait presque à angle droit, et je me suis dit qu'elle devait rejoindre la closerie de Passy, où à cette heure-là le perroquet dans sa cage jaune répétait « Fiat couleur vert d'eau, Fiat couleur vert d'eau » pour rien pendant que la patronne et ses amis jouaient aux cartes. Après l'angle que faisait la rue, une enseigne éteinte, un restaurant ou plutôt un bar fermé. Nous étions dimanche. Quel drôle d'emplacement pour un bar dont la devanture de bois clair et l'enseigne auraient mieux trouvé leur place aux Champs-Élysées ou à Pigalle. Je m'étais arrêté un moment et j'essayais de déchiffrer ce qui était écrit sur l'enseigne, au-dessus de la porte d'entrée. Vol de nuit. Puis j'ai cherché du regard le chien devant moi, je ne le voyais plus. J'ai pressé le pas pour le rattraper, mais non, il n'y avait pas trace de lui. J'ai couru et j'ai débouché au carrefour du boulevard Delessert. Les lampadaires brillaient d'une clarté qui m'a fait cligner les yeux. Pas de chien à l'horizon, ni sur le trottoir en pente du boulevard, ni de l'autre côté, ni en face de moi vers la petite gare du métro et les escaliers qui descendent jusqu'à la Seine. La lumière était blanche, une lumière de nuit et que j'avais oubliée depuis quelques jours grâce à la lecture apaisante des Merveilles célestes. Je regrettais de ne pas avoir retenu le numéro de téléphone qu'il portait à son collier. J'ai mal dormi cette nuit-là. Je rêvais à ce chien, surgi du passé, pour disparaître à nouveau. Au matin, j'avais bon moral et la certitude que ni lui ni moi ne risquions plus rien. Aucune voiture ne pourrait plus jamais nous écraser. À peine 7 heures. L'un des cafés du quai était ouvert, celui où j'avais rencontré Solière. Cette fois-ci, j'avais enfoncé dans la poche de ma canadienne le vieux carnet d'adresses de mon père. Je gardais toujours quelque chose dans mes poches. Le volume des Merveilles célestes ou la carte Michelin du Loir-et-Cher. Je me suis assis à une table proche de la baie vitrée.